de la pathologie, de physiopathologie de la maladie thromboembolique veineuse. Donc, on va parler uniquement de ça. Alors, donc, c'est quoi la maladie thromboembolique veineuse? Donc, on a d'un côté la thrombose veineuse profonde. On va voir ce que c'est. Donc, la thrombose veineuse profonde, d'un côté, qui est une maladie qui touche les veines profondes. Le plus souvent des membres inférieurs, mais elle peut aussi toucher les veines des membres supérieurs ou bien les autres veines. Mais aussi, cette maladie, cette thrombose veineuse profonde, elle est liée à une autre entité pathologique qu'on appelle embolie pulmonaire. Et ces deux pathologies, elles sont liées. Pourquoi elles sont liées? Parce que l'embolie pulmonaire, donc ici on parle d'embolie, et ici on parle de thrombose. Donc la thrombose veineuse profonde peut se compliquer d'embolie pulmonaire. Donc l'embolie pulmonaire est une complication de la thrombose veineuse profonde. On va voir comment. Donc, l'histoire naturelle, quand on parle d'histoire naturelle, c'est-à-dire on parle d'évolution. Et on parle donc de complications. Et on parle de pronostic. Donc, l'histoire naturelle de la thrombose veineuse profonde, elle est indissociable, d'accord, de celle de l'embolie pulmonaire. D'accord? Donc, ici, on a une thrombose veineuse des membres profondes, des veines profondes, pardon, le plus souvent des membres inférieurs. Et ici, on parle d'embolie pulmonaire, c'est-à-dire on a affaire à une complication d'origine cardiaque. Ça se passe au niveau du cœur droit. Donc, vous savez très bien que le cœur, on a deux cœurs, un cœur droit et un cœur gauche. Le cœur droit va faire quoi? Donc, le cœur droit, il va donc, le ventricule droit, donc il va éjecter le sang qui est pauvre en oxygène vers le poumon pour qu'il soit oxygéné à travers une artère qu'on appelle l'artère pulmonaire. D'accord? Et donc, cette thrombose qui naît au niveau des veines profondes, elle va venir ici compliquer, elle va migrer, elle va venir ici au niveau du poumon, pardon, au niveau donc du cœur droit et entraîner une embolie pulmonaire. Voilà. Donc, on va parler de physiopathologie de la maladie c'est-à-dire thrombose veineuse profonde, embolique, c'est-à-dire embolie pulmonaire, et donc on parle de maladie thromboembolique pulmonaire parce qu'elles sont très liées. Donc, c'est quoi une thrombose veineuse profonde? On appelle aussi thrombophlébite. Donc, la thrombose veineuse profonde, c'est une obstruction qui est totale ou partielle d'une veine profonde par un caillot sanguin. D'accord? Donc, par exemple, on est dans une veine profonde des membres inférieurs et il va y avoir un caillot sanguin qui va se constituer in situ. In situ, ça veut dire qu'il va naître au niveau, donc il va prendre naissance au niveau d'une veine profonde, par exemple, des membres inférieurs. D'accord? Et par contre, l'embolie pulmonaire, d'accord? L'embolie pulmonaire, c'est une migration d'un fragment de ce caillot veineux, d'accord? Ce caillot veineux, donc, il va migrer vers la circulation pulmonaire dont on vient de parler, c'est-à-dire au niveau de l'artère pulmonaire ou bien au niveau de ses branches de bifurcation. Donc ici, il parle d'un embole. Donc, l'embole, ce thrombus qui existe au niveau de l'artère pulmonaire, donc il ne prend pas naissance, il ne prend pas naissance au niveau de l'artère pulmonaire, non. Qui va vers l'artère pulmonaire et donner donc des complications cardio-respiratoires. Donc, on dit qu'il est le plus souvent d'origine fibrino-cryorique. D'accord? C'est de la fibrine.
c'est le plus souvent, donc c'est un caillot fibrineux. Il est constitué par de la fibrine. D'accord? Et il peut être aussi d'origine graisseuse et il peut être aussi d'origine gazeuse. Donc, ce sont les trois types de thrombus. D'accord? Donc, ça, on parle de thrombus, c'est un type de thrombus. Le plus souvent, c'est le fibrinochlorurique, on va en parler dans un moment. Et il peut être aussi d'origine graisseuse et aussi d'origine gazeuse. Alors, donc, cette maladie, cette entité physiopathologique qui est la maladie thromboembolique, donc, elle va avoir deux conséquences. La première conséquence qui est la plus redoutable et qui met en jeu le pronostic vital, c'est-à-dire qu'il peut entraîner la mort donc, de l'individu, c'est qu'elle va avoir des complications cardio-respiratoires. D'accord? Donc, on sait très bien que le cœur et le poumon, ce sont deux organes qui sont très liés. D'accord? Donc, le cœur droit, il va entraîner, donc il va plutôt éjecter le sang pauvre en oxygène vers le poumon. Ce même poumon qui va oxygéner ce sang qui est pauvre en oxygène, donc il va le rendre plus riche en oxygène, il va donc l'envoyer à nouveau vers le cœur gauche. Le cœur gauche, à son tour, il va donc distribuer ce sang par un débit, le débit cardiaque, vers la totalité des organes. Et donc, la première complication donc, qui peut mettre en jeu le pronostic vital, donc, qui peut entraîner donc, des complications mortelles, donc c'est l'embolie pulmonaire. On parle aussi de cœur pulmonaire aigu. Alors, c'est quoi le cœur pulmonaire aigu? C'est que c'est un cœur, d'accord? Il est aigu. Donc, quand on dit cœur, c'est-à-dire on a un problème. C'est aigu, contrairement au chronique, on va voir dans un moment. Et donc, on a donc un problème qui est au niveau pulmonaire, qui retentit sur le cœur. C'est-à-dire que l'obstruction de l'artère pulmonaire, lorsqu'elle est sévère, lorsque l'obstruction est importante, elle dépasse un certain degré, elle est de plus de 60-90% donc d'obstruction du lit pulmonaire. Donc cette obstruction du lit pulmonaire va entraîner des complications cardiaques. Et cette complication, bien sûr, c'est le cœur, ça se passe en amont. D'accord? Donc c'est le cœur droit. Quand on parle de cœur pulmonaire aigu, ça veut dire on parle d'une atteinte cardiaque droite. Donc, c'est une insuffisance cardiaque droite. Ce n'est pas une insuffisance cardiaque gauche. Donc, c'est le cœur droit qui est touché, qui est malade. Et donc, il y a une surcharge de pression. On verra ça donc à la fin du cours lorsqu'on va parler des complications cardiaques. Voilà. Donc, ça, c'est la première complication, c'est le cœur pulmonaire aigu, c'est-à-dire l'embolie pulmonaire. Bien sûr, cette embolie pulmonaire, plus le thrombus, plus moins il est gros, moins les complications sont graves. D'accord? Donc, ce ne sont pas toutes les embolies pulmonaires qui vont entraîner un cœur pulmonaire aigu, heureusement. Donc, il y a des embolies pulmonaires qui ne sont pas graves. Pourquoi? Parce que le thrombus qui a migré depuis la veine profonde jusqu'à vers l'artère pulmonaire, c'est un thrombus qui est petit. Donc, il va obstruer une petite artère, pardon. Mais si le thrombus est gros, donc il va obstruer donc une grande partie du lit vasculaire pulmonaire. Et dans ce cas-là, on a affaire à une embolie pulmonaire qui est grave, qui est massive, et on parle de cœur pulmonaire aigu. Et là, on est donc dans un tableau d'insuffisance cardiaque droite aiguë qui peut être donc sévère et voire mortelle. D'accord? Sa gravité est liée aux complications. Donc la première complication, c'est qui peut être donc vitale, et donc qui peut engager le pronostic vital, donc qui peut donc entraîner le décès du patient, c'est l'embolie pulmonaire. Et cette embolie pulmonaire, lorsque le thrombus qui a migré depuis la veine profonde vers l'artère pulmonaire, plus ce thrombus est haut, et plus la tête pulmonaire, elle va être sévère. Et à un certain degré, lorsqu'il y a une obstruction importante de plus de 60, 70%, 80% du lit vasculaire, et donc à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle le cœur pulmonaire aigu. Donc le cœur pulmonaire aigu, c'est quoi? C'est une insuffisance cardiaque droite secondaire à une
à une embolie pulmonaire le plus souvent. D'accord? Il peut y avoir d'autres causes, mais la cause la plus classique du cœur pulmonaire aigu, c'est l'embolie pulmonaire donc, sévère. Donc, l'embolie pulmonaire importante. Donc, l'embolie pulmonaire n'est pas toujours grave. Donc, l'embolie pulmonaire n'entraîne pas toujours un cœur pulmonaire aigu. Elle peut être minime, elle peut ne pas être sévère. D'accord? Et donc, plus le thrombus est petit, et moins il est sévère. D'accord? Voilà. Donc, l'atteinte cardiaque ici, lorsqu'on parle d'embolie pulmonaire, l'atteinte cardiaque, l'insuffisance cardiaque est une insuffisance cardiaque droite, du cœur droit. Donc, c'est le cœur droit qui est défaillant, ce n'est pas le cœur gauche. Alors, l'autre complication maintenant, pas dans l'immédiat, mais à long terme, donc c'est aussi un cœur pulmonaire, mais ce cœur pulmonaire, ce n'est pas un cœur pulmonaire aigu, c'est un cœur pulmonaire chronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette situation, les thrombus qui migrent, ce sont des thrombus qui sont de petite taille, d'accord? Parce que s'ils sont de grande taille, s'ils sont gros, ces thrombus vont fonctionner dans un cœur pulmonaire. Donc là, on n'est pas dans cette situation. Donc, on est dans une situation où il y a plusieurs thrombus qui vont migrer. Et à chaque fois qu'un thrombus migre, il va y avoir des symptômes. Mais ces symptômes ne sont pas sévères. Et à un moment donné, lorsqu'il y a beaucoup d'embolie pulmonaire, même minime, et donc on a donc affaire à un cœur pulmonaire chronique, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte du cœur droit, mais elle est chronique. Elle n'est pas aiguë, donc il y a une souffrance chronique du cœur droit, et donc là, donc le tableau, il est certes moins grave, mais il peut, à un moment donné, se compliquer et devenir grave. Donc, un cœur pulmonaire chronique, à un moment donné, il peut se compliquer aussi d'insuffisance cardiaque droite. Voilà. L'autre complication, elle est locale, c'est ce qu'on appelle la maladie post-thrombotique, c'est-à-dire que la thrombose veineuse profonde au niveau du membre inférieur, le plus souvent, elle va entraîner des conséquences locales, c'est-à-dire qu'il va y avoir une insuffisance veineuse chronique et on a des complications locales au niveau donc, de l'endroit où a lieu la thrombose. D'accord? Donc ici, la complication locale, c'est l'endroit où a lieu la thrombose veineuse. Le cœur pulmonaire chronique et le cœur pulmonaire aigu, c'est les complications à distance de la thrombose, c'est-à-dire au niveau de l'artère pulmonaire. C'est pour ça qu'on parle d'embolie pulmonaire. Donc, le point de départ du thrombus, il est souvent distal. Dans les zones, il y a un ralentissement du flux, c'est-à-dire les veines des membres inférieurs. D'accord? Donc, ce thrombus, il peut être, donc, il va s'étendre, d'accord? Et il peut être occlusif, il peut donner donc des signes locaux. Ce sont les signes de thrombophlébite des membres inférieurs, le plus souvent. Ou alors, il peut migrer, comme on vient de le dire, vers le champ pulmonaire et entraîner une embolie pulmonaire. Alors, parfois, il y a une lyse spontanée du thrombus lorsque le thrombus n'est pas volumineux, lorsque le facteur étiologique qui est à l'origine de la thrombose, il a disparu, et à ce moment-là, on peut avoir une lyse physiologique du caillot, et souvent, c'est une situation qui n'est pas grave. Alors, comment va se former donc ce thrombus? Donc, les conditions qui vont favoriser la constitution de ce thrombus, ils sont décrits donc, pour la première fois par un monsieur qui s'appelle Virchow, Rudolf Virchow, à la fin du 19e siècle. Et il a décrit qu'il y avait 3 facteurs qui pouvaient entraîner une thrombose. Pardon. Et le premier facteur, c'est la stase veineuse. C'est quoi la stase veineuse? C'est un ralentissement du flux sanguin, de l'écoulement sanguin. D'accord? Il y a une diminution de la vitesse de l'écoulement du sang veineux. Ça, c'est le premier facteur. On va voir dans un moment quels sont les facteurs étiologiques qui peuvent donner ça. Deuxièmement, donc, on a la lésion endothéliale.
La lésion endothéliale, c'est la lésion de la paroi veineuse. D'accord? Donc, je vous rappelle que l'endothélium vasculaire, c'est une partie donc, histologique cellulaire de nos vaisseaux, que ce soit au niveau des capillaires, au niveau des artères ou au niveau des veines. Donc, c'est la partie la plus, celle qui est en contact, d'accord, avec donc, le secteur plasmatique. Et donc, la lésion de la paroi veineuse, c'est-à-dire de l'endothélium, sont à l'origine, peuvent être à l'origine donc, de la constitution d'une thrombose. Et enfin, il y a donc un autre facteur, ce sont les anomalies de l'hémostase, d'accord? Et quand on a des troubles de l'hémostase, on va parler d'hypercoagulabilité ou de thrombophilie dans un moment. Donc, ce sont ces deux troubles de l'hémostase qui peuvent aussi être à l'origine de la constitution d'une thrombose veineuse profonde. Donc, on a trois parties. À partir de là, donc ces trois types de facteurs, c'est-à-dire la stase veineuse, la lésion endothéliale et les troubles de la coagulation, donc on va parler d'une notion qui est la notion de facteur de risque. D'accord? C'est-à-dire que il va y avoir des personnes qui vont avoir, plus ils ont des facteurs de risque et plus ils ont un risque de constituer donc une thrombose. D'accord? Et voilà, donc on parle de notion de facteur de risque. Donc, on va voir d'abord la stase veineuse. Qu'est-ce qui peut entraîner une stase veineuse? Une stase veineuse, elle peut être secondaire à une immobilisation. Lorsque le patient il est immobilisé, par exemple, il a une maladie donnée, par exemple un accident vasculaire cérébral ou une maladie, je ne sais pas, une maladie d'Alzheimer ou une maladie qui le rend immobile. Donc là, donc le patient ne se lève pas et donc on a une stase veineuse, donc une diminution de la circulation veineuse. L'obésité, donc les patients qui sont obèses aussi, ils ont une diminution de la circulation veineuse. Toutes les situations d'hyperviscosité sanguine aussi, elles entraînent une stase veineuse. D'accord? Ça, donc, c'est les exemples les plus typiques. La lésion endothéliale, elle peut être due à la chirurgie. Donc, à chaque fois qu'il y a une intervention chirurgicale, il y a donc une agression donc, des capillaires et des veines et des artères. Et donc, il y a une lésion endothéliale. Les gros cathéters qu'on met, qu'on appelle cathéters veineux centraux, donc on les met souvent lorsque les patients ils sont en bloc opératoire ou en chirurgie. Donc, ça se passe au niveau de l'artère sous-clavière, de la veine sous-clavière, de la veine fémorale ou bien de la veine jugulaire interne. Et donc, on a une lésion directe veineuse. Et aussi les centres de stimulateurs cardiaques, donc on les appelait avant les pacemakers, et donc ce sont des centres aussi, donc on a une atteinte endothéliale. Il y a aussi chez les toxicomanes, pourquoi les toxicomanes? Les toxicomanes IV, donc ils font souvent des injections IV, donc il y a une agression donc veineuse qui est souvent très répétée, et donc ils font des risques de thrombose. Et enfin, les patients qui ont des antécédents de thrombose, lorsque quelqu'un a déjà fait une thrombose auparavant, et donc ils sont à risque de faire d'autres thromboses dans l'avenir. Alors, les anomalies de l'hémostase. Donc, quand on parle de l'animal de l'hémostase, bien sûr, on fait allusion à la coagulation. C'est à ce niveau-là. D'accord? Mais en fait, vous savez très bien que l'hémostase est constituée en gros de trois parties. L'hémostase primaire, la coagulation et la fibrinolyse. Et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une anomalie, donc une thrombose? C'est qu'à l'état normal, on a donc un équilibre physiologique entre les processus de la coagulation et les processus de fibrinolyse. Et donc ils sont en équilibre. Si on a trop de coagulation, donc il y a un excès de coagulation, donc il y a une thrombose. S'il y a un déficit en fibrinolyse, et l'inverse. S'il y a un excès de fibrinolyse et peu de coagulation, on a un risque d'hémorragie. C'est pour ça que quand on parle donc les anomalies, quand on parle d'anomalies de l'hémostase, on fait allusion en même temps aux anomalies de la coagulation c'est-à-dire la thrombose, mais on fait en même temps, quand on parle d'anomalies de la coagulation, on parle aussi de saignement, d'accord?
Donc, les troubles de l'hémostase vont être des déficits au niveau des inhibiteurs physiologiques de la coagulation. C'est quelque chose de très important à comprendre. Pourquoi? Parce que, alors, cette coagulation, lorsqu'elle est stimulée, eh ben, il y a des inhibiteurs physiologiques. Sinon, elle ne s'arrêterait pas. D'accord? Donc, cette coagulation, elle est, si vous voulez, régulée. Elle est régulée, elle est freinée par des inhibiteurs physiologiques de la coagulation pour empêcher que cette coagulation, pour qu'elle s'arrête au bon moment. Sinon, elle va continuer sans arrêt, sans arrêt. D'accord? Donc, lorsqu'on a, par exemple, un saignement, une blessure quelque part, le processus de la coagulation, il va se déclencher pour arrêter le saignement. Mais à un moment donné, il faut qu'il s'arrête, parce que s'il ne s'arrête pas, il va continuer à coaguler sans arrêt, jusqu'à tout thromboser. Et donc là, on a des inhibiteurs physiologiques de la coagulation qui régulent cette coagulation lorsqu'elle est stimulée pour qu'elle s'arrête au bon moment. Donc principalement, ils sont en nombre de 3, on va les revoir. Donc c'est l'antithrombine, la protéine C et la protéine S. Donc ça, ces trois protéines, elles sont extrêmement importantes à comprendre. Et donc, c'est donc le principal trouble de l'hémostase qui est impliqué dans la formation d'une thrombose. Donc, ces inhibiteurs de la coagulation, lorsqu'ils sont en déficit, c'est-à-dire narcéine, ils sont donc ils sont diminués dans le taux, dans la pause. De l'autre côté, on a quoi? On a une augmentation, donc en dehors de cette situation de déficit en inhibiteur physiologique de la coagulation, on a d'autres situations qui ici, donc, qui est l'augmentation de la synthèse de certains facteurs de la coagulation, notamment, par exemple, la situation post-opératoire ou bien la grossesse. Donc, il y a des situations où il y a un excès de production de la coagulation et aussi, ça peut favoriser la constitution de la thrombose. Donc, l'hémostase, c'est quoi? Pour faire un petit rappel et bien comprendre. Donc, c'est un processus qui se fait en plusieurs étapes. C'est quoi le but de l'hémostase? Elle a pour but de maintenir l'intégrité du système circulatoire après une lésion vasculaire ou une agression vasculaire. Donc, le processus normal de l'hémostase, il est régulé. Ça veut dire quoi? Il est régulé, ça veut dire qu'il y a des facteurs qui le maintiennent en équilibre. Donc, par une gamme complexe d'activateurs et d'inhibiteurs. Donc, à un moment donné, il est activé lorsqu'on a besoin qu'il soit activé, mais aussi, il faut qu'il soit inhibé, parce que sinon, il va coaguler en excès, donc on va avoir de la thrombose un peu partout. Donc, il est régulé par des activateurs et des inhibiteurs. Pourquoi? Dans deux buts. Le premier but, c'est de maintenir la fluidité du sang. Il faut bien que le sang circule. D'accord? Donc, ça, c'est surtout le rôle des inhibiteurs. Le deuxième but, c'est d'empêcher que ce sang quitte le compartiment vasculaire lorsqu'il y a une lésion vasculaire, lorsqu'il y a une blessure. Et donc, ça, c'est les rôles des activateurs de la coagulation. D'accord? Et donc, ces deux, les activateurs et les inhibiteurs, ils sont en équilibre pour en même temps maintenir la fluidité du sang, sinon on va avoir un risque d'ischémie, d'hypoxie cellulaire. En même temps, il faut qu'il empêche de quitter le secteur vasculaire lorsqu'il y a une hémorragie. Donc, l'hémostase, elle va être jugée normale lorsque la coagulation, on dit qu'elle est inappropriée, c'est-à-dire elle n'est pas adaptée, elle est inappropriée, ou bien lorsqu'elle est insuffisante pour arrêter l'écoulement de sang. Donc, on a affaire à un problème de saignement. D'accord? Donc, c'est ça qui rend difficile. Donc, c'est un complexe très bien régulé pour donc, éviter la thrombose et éviter le saignement. Donc, les troubles de l'hémostase se répartissent en deux catégories principales. La thrombose, qui est la formation inappropriée de caillots de sang dans le système vasculaire, parce que normalement, cette thrombose, elle intervient lorsque il
il y a quoi? Il y a, par exemple, une lésion vasculaire, il y a un saignement, elle intervient pour arrêter le saignement exagéré de la formation de thrombus, ça va entraîner une thrombose. Voilà. De l'autre côté, on a le saignement, donc c'est l'incapacité cette fois-ci du sang à coaguler, donc c'est l'inverse de la thrombose, en réponse à un stimulus donc approprié, c'est-à-dire lorsqu'on a, un exemple, un saignement chirurgical ou bien donc un geste ou une procédure, d'accord? Et à ce moment-là, on a un saignement donc qui est incapable de maintenir la fluidité du sang. Donc, avant de parler donc, des inhibiteurs physiologiques de la coagulation, on va parler donc des deux concepts de la formation d'un thrombus. Donc, on a la cascade de la coagulation qui est le modèle traditionnel, donc c'est ce qu'on a toujours appris, d'accord? Mais à partir des années 2001, 2002, je crois, voilà. Donc, il y a un nouveau concept de l'hémostase qu'on appelle le modèle cellulaire. Et donc, ce nouveau concept cellulaire de l'hémostase, il explique mieux les anomalies de la thrombotique et les anomalies hémorragiques donc, qui sont vues au lit du malade. D'accord? Donc, la cascade de coagulation traditionnelle, donc, c'est une série de réactions biochimiques et donc, ils vont mener à un moment donné, donc il y a des réactions biochimiques, donc on a la voie intrinsèque et la voie extrinsèque, ils vont mener à un moment donné à la formation d'un caillot de fibrine. D'accord? Donc, l'activation du facteur 10 et du facteur 5, ici, le facteur 10 et le facteur 5, qu'on appelait avant la voie commune, ils vont produire un complexe qui est la prothrombine, le complexe prothrombinique, le facteur 2, activé, qui lui, il va donc produire de la thrombine. La thrombine va stimuler le fibrinogène, qui lui, le fibrinogène, va donc se transformer en fibrine. Et donc, on a affaire à un caillot donc, de fibrine. C'est pour ça, au départ, je vous ai dit, la cause la plus fréquente de la formation donc, du type de caillot, donc on avait dit que c'était un caillot fibrino-cryorique. Fibrino, c'est par rapport au caillot de fibrine. Donc, la prothrombine, elle se divise en plusieurs petites, petites protéines pour constituer la thrombine, qu'on vient de dire. La thrombine va produire le fibrinogène. Et ensuite, le fibrinogène, il va aller vers les plaquettes et donc former le caillot de fibrine. Donc ça, c'est le modèle traditionnel. La voie extrinsèque, elle, pour comprendre certains facteurs physiologiques, la voie extrinsèque, elle est initiée par le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, il est là, donc c'est une protéine qui existe en temps normal au niveau dans la matrice sous-endothéliale. Et donc, ce facteur tissulaire, normalement, donc, il n'est pas en contact avec la circulation sanguine. D'accord? Il peut être activé. Lorsqu'il est activé, donc bien sûr, il va enclencher la cascade de la coagulation, qui est la voie extrinsèque. Et elle peut être déclenchée par des stimulus ou des stimuli, comme par exemple une lésion vasculaire directe, mais par exemple l'hypoxie, la septicémie. Donc, on sait très bien que tout ce qui est sepsis et les complications donc septiques sont un facteur de risque de thrombose. Le cancer, la malignité et aussi les états inflammatoires. Donc, on va retrouver tout ça tout à l'heure lorsqu'on va citer les différents facteurs de risque médicaux et chirurgicaux. Donc, après une lésion vasculaire donnée, ce facteur tissulaire, il va être exposé à des facteurs procoagulants plasmatiques qui vont activer le facteur 7. Ce facteur 7, lui,
comme tout à l'heure, comme la voie intrinsèque, lui, il va venir à son tour aussi stimuler le facteur 10 et le facteur 5. Ensuite, pour constituer la prothrombine, la thrombine, le fibrogène et la fibrine. D'accord? Et l'activation du facteur 7, il provoque bien sûr la voie donc, commune, comme on vient de le dire. Donc ça, c'est le complexe, le prothrombinique, qui est stimulé à la fois par la voie intrinsèque ou bien par la voie extrinsèque. Donc ça, c'est le vieux modèle donc, qui parle des deux voies, intrinsèque et extrinsèque. Mais le modèle cellulaire de la coagulation, il explique mieux donc, la physiopathologie des patients, des différents facteurs de risque et donc qui sont vus au lit du malade. Donc, il implique donc, plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape d'initiation qui se produit via le facteur tissulaire. Alors, l'os est endommagé. Et donc, ce facteur tissulaire, il va, si vous voulez, favoriser l'interaction du facteur 7 et du facteur 9 pour activer le facteur 10. Donc là, ça ressemble un petit peu à ce jusqu'à maintenant, ça ressemble à ce qu'on vient de voir ici. Mais à partir de maintenant, donc, les choses ne vont plus, donc vont un peu changer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce facteur 10, il va bien sûr conduire à la formation d'une petite quantité de thrombine. Ce n'est pas une grande quantité de thrombine, c'est une petite quantité de thrombine. Et cette petite quantité de thrombine, elle a un rôle très important. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Cette petite quantité de thrombine, elle va amplifier le signal procoagulant et là, elle va activer les plaquettes. Donc là, les plaquettes, c'est des cellules. Et donc, dans le modèle traditionnel, on ne parle pas de cellules, on parle uniquement de facteurs de coagulation, donc et donc, alors que donc, on ne parle pas de cellules. Donc, tout expliqué. Alors que là, regardez, il y a le facteur tissulaire, qui est un facteur de coagulation. Il va générer donc une quantité de thrombine, mais là, tout de suite, au niveau de l'amplification, on a quoi? On a donc déjà les cellules qui rentrent en jeu. Donc, cette thrombine, cette petite quantité de thrombine, qui est donc le facteur le plus important, qui est au centre de l'hémostase, la thrombine, elle est au centre de l'hémostase, elle va stimuler l'activation des plaquettes et aussi d'autres facteurs de la coagulation. C'est pour ça qu'on parle de modèle cellulaire. On intègre le rôle des plaquettes, qui sont les cellules, mais il y a aussi le rôle, on va le voir après, le rôle de l'endothélium, qui est aussi une cellule, l'endothélium qu'on a vu tout à l'heure dans la triade de Virchow, qui est donc lorsqu'il y a une lésion vasculaire. Après cette phase d'amplification, c'est-à-dire d'activation des plaquettes, il y a la phase de propagation qui va, elle, générer la constitution de la thrombine, mais à quel niveau? Au niveau de la surface des plaquettes. Donc, cette thrombine qui va être générée maintenant, là, au niveau de la phase de propagation, cette thrombine, elle se fait à la surface des plaquettes. Elle ne se fait pas comme ça dans la circulation, mais elle se fait au contact des plaquettes. Et enfin, il y a la phase de stabilisation, donc, où donc, on a le facteur 10 activé, il favorise une génération importante de thrombine, et donc bien sûr le caillot de fibrine qui va être stabilisé. Donc voilà, donc il y a toute une différence importante entre le modèle traditionnel voie intrinsèque et extrinsèque. Ici, il n'y a pas de voie, il y a une seule voie, mais aussi, surtout, il faut comprendre l'interaction donc de l'action des facteurs de la coagulation avec l'action des cellules et principalement c'est les plaquettes c'est les cellules, la cellule principale qui est au centre, au cœur de l'hémostase. Maintenant, on revient aux anticoagulants naturels. Donc justement, pour bien comprendre les anticoagulants, on utilise ce modèle, le modèle cellulaire, c'est-à-dire on a un facteur tissulaire qui va stimuler le facteur 7, on l'a dit tout à l'heure. Ce complexe facteur tissulaire, facteur 7, donc il va
stimuler le facteur 9 et 8, c'est le facteur anti-hémophilique. Ces deux facteurs vont stimuler le facteur 10 et 5 pour constituer le complexe prothrombinique et ensuite former ce qu'on appelle la thrombine, c'est le facteur 2 qui va former le caillot, le clot, caillot. Et donc, on avait dit tout à l'heure que cette thrombose, plutôt ce thrombus physiologique suite à une agression, donc à un stimulus physiologique, et bien sûr, il a des anticoagulants naturels. Pourquoi? Parce que c'est pour freiner, à un moment donné, la formation exagérée de thrombus. Et donc, on va avoir de la thrombose partout. Donc, ces anticoagulants naturels, ils agissent à chaque étape de la coagulation, comme on voit ici. Et donc, les anticoagulants naturels, c'est des protéines. Le premier, c'est l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire, le TFPI. Il est là, il agit, comme son nom l'indique, il inhibe la voie du facteur tissulaire. Il agit à ce niveau. Le deuxième inhibiteur, c'est l'antithrombine. Alors, anciennement, il est connu sous le nom d'antithrombine 3, parce que, voilà, antithrombine 3, maintenant, on ne parle plus d'antithrombine 3. Donc, on parle d'antithrombine tout simplement. Alors, il va agir au niveau du facteur 9, au niveau du facteur 10 et au niveau du facteur 2. Alors ici, donc, le complexe anti-hémophilique facteur 9 et facteur 8, il faut savoir que le facteur 8, c'est pas une protéase, donc c'est un cofacteur, voilà. Donc c'est un cofacteur, c'est grâce au facteur 8 que le facteur 9 agit. C'est grâce au facteur 5 activé que le facteur 10 agit, donc c'est des cofacteurs. Et donc ici, l'antithrombine agit au niveau des protéines, des protéases, qui sont donc le facteur 9, 10 et 2, alors que la protéine C et S, elles agissent ici au niveau du facteur 8 et au niveau du facteur 5. Donc, à tous les niveaux, on a des inhibiteurs physiologiques. Facteur tissulaire, le facteur 9, le facteur 10, le facteur 2, le facteur 5, le facteur 8. Et bien sûr, une fois que le caillot a été formé, d'accord, il y a un autre processus de régulation qui va intervenir, c'est celui de la fibrinolyse fibrologique, c'est-à-dire que maintenant que le caillot s'est formé, il y a aussi la fibrinolyse, c'est-à-dire elle va venir donc liser le caillot d'une manière physiologique, bien sûr, pour empêcher aussi que ce caillot ne reste longtemps ou ne devienne très, très important. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, Oui, les anticoagulants, oui. comment ils vont agir? Eh bien, ils vont agir ici. Ils Par vont agir là, combinaison ou au niveau du facteur. Pardon? par combinaison à des facteurs de coagulation ou quoi? Oui, Le mécanisme. ils vont exagérer l'action des anticoagulants naturels. D'accord? J'ai pas compris. C'est-à-dire, nous, on a des anticoagulants naturels. Ouais. Les anticoagulants qu'on va donner, ils vont augmenter l'action des anticoagulants naturels. D'accord? Oui, l'action, c'est quoi l'action exactement? Des anticoagulants naturels. C'est une Ils vont... inhibition. Ils inhibent. Ils D'accord. inhibent, par exemple, le facteur 10. Par L'antithrombine combinaison. inhibe le facteur 10. D'accord? Et donc, il y a une réaction biochimique. Et si tu donnes un anticoagulant, il va augmenter l'inhibition du facteur 10. On dit, par exemple, c'est un anti-10A ou bien un anti-2A. D'accord? D'accord, merci. Et voilà. Et donc, l'inhibiteur, on vient de le dire, de la voie du facteur tissulaire, d'accord? Il y a aussi, pardon, donc la protéine C et la protéine donc S qui vont agir à ce niveau. Et ensuite, vous avez, on vient de le dire,
le système des protéases, d'accord? Voilà, donc là, quand tu viens d'anticiper, voilà. Donc, sa fonction, l'antithrombine, est augmentée par quoi? Par l'héparine exogène. Donc, l'héparine qu'on va donner, elle va augmenter l'action de l'antithrombine, d'accord? Voilà. Alors, les facteurs de risque, ils sont multiples et ils sont souvent associés, d'accord? Ok. Donc, un facteur de risque, c'est quoi? Donc, il peut être médical, chirurgical, médicamenteux. Donc, les facteurs de risque médicaux, ils sont très nombreux, hein, d'accord? Donc, d'abord, un patient qui a un antécédent de maladie thromboembolique veineuse, il a donc un risque de refaire. Donc, la maladie athéroscléreuse, les maladies respiratoires comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, les brûlures graves, tout ce qui est tous les cancers et les syndromes myéloprolifératifs, d'accord, ok. Le cœur pulmonaire chronique, les maladies inflammatoires, le diabète, très important, les maladies inflammatoires, l'hypertension artérielle, l'infarctus, les infections, et les sciences cardiaques, les sciences respiratoires, les sciences veineuses chroniques, certaines maladies immunitaires comme le lupus, la maladie de Behçet, l'obésité, la paralysie des membres inférieurs, c'est la stase, le syndrome des anticorps antiphospholipides, le syndrome néphrotique, la thrombopénie, l'héparine, les varices. Donc, ils sont nombreux, hein, d'accord? Les facteurs de risque, ils sont nombreux. Et un facteur de risque, il peut avoir une action sur un ou plusieurs éléments de la triade de Virchow. D'accord? Les facteurs de risque chirurgicaux, donc l'amputation des membres inférieurs, donc toutes les chirurgies. Après, vous avez donc le plâtre, parce qu'il y a une immobilisation, et aussi le traumatisme. Et après, on a des facteurs de risque divers, d'accord? C'est l'âge, le sexe masculin, les cathéters, les compressions veineuses, la grossesse, le postpartum, le tabac, les voyages prolongés et les toxicomanies. Voilà. Et après, on a les facteurs biologiques, on vient de les voir. C'est les déficits en anticorps, c'est-à-dire l'anti-33, la protéine C, la protéine S, les dysfibrillolinies, les déficits en facteurs 7, 8, 9 et 11, les dyslipidémies. Certains facteurs sont liés au traitement, comme les antipsychotiques, les antipsychotiques, les chimiothérapies, le traitement hormonaux comme l'œstrogène, c'est connu, la pilule. Il faut toujours poser la question aux femmes donc, qui prennent de la pilule. Donc, il faut demander à ce qu'ils prennent une pilule parce que c'est un facteur qui est connu, les œstrogènes. Donc, par contre, parmi les chirurgies, il y a certaines chirurgies qu'il faut connaître qui sont à haut risque, d'accord? Parce qu'il y a une stratification de risque, donc on ne va pas vous la donner ici. C'est surtout un cours clinique, mais là, on parle de physiopathologie. Donc, il y a, par exemple, les fractures du pelvis, du fémur, du genou. Donc, c'est des chirurgies donc à haut risque hein, de thrombose. Les prothèses totales de genou, les prothèses totales de hanche, la chirurgie abdominale majeure, les traumatismes graves et aussi toutes les pathologies aiguës ou chroniques de la moelle épinière. Voilà, maintenant, on va finir notre cours. On va revenir maintenant à l'embolie pulmonaire. Pourquoi? Parce que c'est elle qui met en jeu le pronostic. Donc, on va essayer de comprendre sa physiopathologie. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a donc avant donc de parler de la physiopathologie? Donc, on va faire un petit rappel sur l'anatomie et sur la physiologie du débit cardiaque. Donc, on a d'un côté donc le cœur gauche, d'accord? Ici, vous avez l'oreillette droite avec la tricuspide, le ventricule droit, donc VD, OD, d'accord? Le VD, il va, grâce à l'artère pulmonaire, donc aller vers le poumon. Et on va voir ici donc des échanges gazeux. Ici, on a les voies aériennes. Et ici, on a donc l'alvéole. Donc, le sang qui vient ici à partir du ventricule droit, il est pauvre en oxygène. Il va venir ici.
aller vers le poumon, s'enrichir en oxygène et revenir vers le cœur gauche. C'est-à-dire, vous avez ici l'oreillette gauche, ça va passer à travers la valve mitrale vers le ventricule gauche. Très bien. Le ventricule gauche, il va éjecter à travers l'aorte vers les différents organes comme le cœur, le cerveau, le rein, le foie, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, comment fonctionne le cœur? Le cœur, donc, c'est une pompe, que ce soit le cœur droit, ici c'est le VG, hein, que ce soit donc le ventricule droit ou le ventricule gauche. Donc, nous, on va s'intéresser au ventricule droit, puisque l'embolie pulmonaire, elle va toucher le ventricule droit. Alors, on va changer de couleur. Ouais, du bleu. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a? On a le thrombus, il arrive ici, par l'oreille droite, d'accord? Le ventricule droit. Ensuite, il va passer à travers l'artère pulmonaire. Et plus le thrombus est gros, et plus il va obstruer un gros vaisseau. Donc, on va imaginer ici un thrombus ici qui va obstruer une grosse branche. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lorsque ce thrombus qui obstrue une grande partie du lys vasculaire, il va augmenter, donc ici, la pression au niveau de l'artère pulmonaire va augmenter. Donc, ça, elle va donner ce qu'on appelle une hypertension artérielle pulmonaire, HTAP. D'accord? C'est simple. Vous avez un conduit ici, il est bouché ici, la pression va augmenter ici. D'accord. Cette pression qui augmente ici brutalement, elle va venir ici, donc elle va se transmettre au niveau du cœur droit. Cette pression qui s'élève brutalement au niveau du cœur droit, donc le cœur droit, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dilater, il va devenir gros. Il se dilate. Et donc, il va se dilater. Sa pression aussi, elle va se dilater. L'oreillette droite aussi, elle va se dilater. Les deux veines caves, notamment la veine cave inférieure aussi, elle va se dilater. Donc, c'est ce qu'on appelle le cœur pulmonaire aigu. Le cœur pulmonaire aigu, c'est quoi? C'est une augmentation brutale et importante de la pression au niveau de l'artère pulmonaire. Cette augmentation de la pression pulmonaire, elle va se transmettre vers le VD. Et donc, le ventricule droit, il est tellement dilaté qu'il va être défaillant. Il ne peut plus assurer sa fonction de pompe, c'est-à-dire éjecter. Et donc, le débit, le sang qui devrait venir ici, arriver vers le poumon pour assurer les échanges au niveau alvéolo-capillaire, ce débit va être bas. Et donc, on va avoir deux conséquences. Première conséquence, c'est que les échanges gazeux à ce niveau-là, ils vont être altérés. Donc, l'oxygène, le passage d'oxygène et le transfert du CO2, ça va être altéré. Monsieur, Deuxième, oui. il y a eu des coupures. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ah là là, c'est difficile ça. Non, Je répète tout ça. Je n'avais pas du tout. Non, non, non. Non, pas tout ça. Après la définition de l'HTAP. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Par où je répète? Attendez, par ici. Oui. D'accord. Donc, je répète, Malish. Donc, on avait dit, lorsqu'il y a une obstruction importante du lit vasculaire pulmonaire, la pression au niveau de l'artère pulmonaire va augmenter. Et cette augmentation de pression au niveau de l'artère pulmonaire, on l'appelle HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. Cette hypertension artérielle pulmonaire va se transmettre vers le VD. D'accord? Et donc, ce VD, il va se dilater. Une dilatation du VD, comme ça, en bleu. Donc, toutes les cavités droites vont se dilater, c'est-à-dire le ventricule droit, l'oreillette droite
ainsi que la veine cave inférieure. D'accord? Et les veines sucépatiques. Donc, le cœur droit va se dilater. Et si la dilatation elle est importante, donc il ne pourra plus assurer sa fonction de pompe du cœur droit. D'accord? Okay. Pourquoi? Parce que la pression elle est importante, la fonction systolique myocardique elle est altérée, il est ischémié, et donc il ne peut plus assurer ce débit. Et si le cœur droit ne peut plus assurer le débit, qu'est-ce qui va se passer? Le débit qui devrait arriver au niveau du poumon et du cœur gauche va baisser. Donc, on a deux conséquences. La première conséquence, c'est au niveau des échanges gazeux. On a donc les échanges gazeux, ils vont être altérés. Donc, normalement, on a donc une ventilation et une perfusion qui sont en harmonie, d'accord? Donc, normalement, notre système respiratoire, il est fait de telle sorte que la ventilation, c'est-à-dire la quantité d'air qui arrive par les voies aériennes et la quantité de sang qui arrive par le cœur droit, donc il devrait être en harmonie. Si la perfusion, cette perfusion qui devrait arriver par le cœur droit est insuffisante, et donc on va voir une perturbation de cette harmonie, c'est-à-dire la ventilation et la perfusion vont être perturbées. Et donc là, on va avoir quoi? C'est ce qu'on appelle en physiologie et en physiopathologie, on va avoir un effet espace mort, pas shunt. Ça, c'est l'effet espace mort. D'accord? Lorsque vous avez la ventilation qui est perturbée, donc par exemple, j'ai une maladie des voies aériennes supérieures, j'ai un œdème pulmonaire, j'ai une fibrose, il y a un problème de ventilation. À ce moment-là, c'est la ventilation qui est pathologique, qui est malade, et c'est là qu'on parle de shunt. D'accord? Voilà. Donc le shunt, c'est la ventilation qui est malade. L'espace mort, c'est la perfusion qui est malade. D'accord? Et ensuite, ce débit, s'il est insuffisant, donc on a un débit insuffisant qui arrive au niveau du cœur gauche. Et donc, vous avez un débit insuffisant qui va être éjecté au niveau de la périphérie. Donc, on a donc une atteinte des échanges gazeux, une atteinte de la circulation. D'accord? Donc, l'embolie pulmonaire, c'est quelque chose qui est très sérieux à prendre en considération. Voilà, maintenant, tout ça, sous forme de schéma, mais après, je vais vous donner sous forme d'algorithme. Donc, on va effacer tout ça. Attendez. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut avoir des complications au niveau du cœur gauche? Du corps. Elles sont minimes, c'est possible. Le cœur gauche, il peut être touché parce qu'il y a une interaction des deux cœurs. Alors, je vais expliquer c'est quoi. C'est que vous avez normalement, parce que là, j'ai fait un schéma, hein, mais normalement, les deux cœurs, ils sont collés l'un à l'autre. On est d'accord? Vous avez, regardez, je vais vous dessiner un cœur gauche, comme ça. Ça, c'est le myocarde du cœur gauche. Ça, c'est la valve mitrale. Et ça, c'est l'oreillette gauche. Donc, ça, c'est OG, VG. Le cœur droit, regardez, je vais le dessiner, mais il va être plus fin. Le muscle du cœur droit, il est plus fin que le muscle du cœur gauche. Ça, c'est la tricuspide. Et ça, c'est l'oreillette droite. On est d'accord? Regardez. Maintenant, lorsqu'il y a une embolie pulmonaire sévère, massive, la pression ici, la pression au niveau du cœur droit, normalement, en temps normal, la pression, elle est inférieure à la pression au niveau du cœur gauche. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Lorsque vous mesurez la pression artérielle à quelqu'un, la pression artérielle systolique, par exemple, vous lui dites, vous avez, monsieur, 150 mm de mercure de pression artérielle systolique. Ça veut dire quoi?
150 mm de mercure. Ça veut dire quoi? De pression artérielle systolique. La pression artérielle systolique, 150 mm, ça veut dire que c'est la pression qu'il y a dans le VG en systole. C'est la pression du VG en systole. Ça veut dire ça. Si vous mesurez la pression au niveau de l'artère pulmonaire, ici c'est la PAS, c'est-à-dire pression artérielle systolique. Maintenant, on va s'intéresser à l'artère pulmonaire, pas l'aorte. C'est la PAPS, c'est-à-dire pression de l'artère pulmonaire systémique. Pardon, systolique. Elle est aux alentours de combien à votre avis? Elle est aux alentours, elle est entre 5 et 10. On va dire 10 mm de mercure. D'accord? Voilà. Donc, en temps normal, la pression dans le ventricule droit est très inférieure à celle du ventricule gauche. Lorsqu'on a une embolie pulmonaire, une obstruction importante du lit vasculaire pulmonaire, ce ventricule droit, sa pression va augmenter, donc il va se dilater, il va devenir comme ça, regardez, gros comme ça. Voilà. Tout ça, ça va être le VD. En vert, d'accord? Et la pression dans le VD va être aussi grande, voire plus, que la pression dans le VG. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est comment le VG va-t-il souffrir, ou bien va-t-il donc il va ressentir cette hyperpression? C'est que entre le ventricule gauche et le ventricule droit, on a une partie anatomique qui est le septum, c'est ça. C'est ça le septum. C'est le septum interventriculaire, celui-là. Et donc, ce septum, il va être écrasé. Donc, on va voir, je vous refais un autre schéma. Ici, vous avez la paroi libre. Ici, le VG. Ici, le VD. Lorsqu'on a un cœur pulmonaire aigu, le VD va devenir plus grand et ce septum, cette paroi septale, elle va s'écraser comme ça. Voilà. Donc, il y a une pression qui pousse comme ça. Et donc, ce septum qui est gêné, qui travaille normalement pour le ventricule gauche, donc on va avoir beaucoup plus une altération de la fonction de remplissage, beaucoup plus. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à la question qui disait comment une embolie pulmonaire pouvait retentir sur le ventricule gauche. Allez, on va revenir à notre schéma de physiopathologie pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, l'embolie pulmonaire, elle entraîne une hypoxie. On est d'accord. Qu'est-ce qu'elle entraîne aussi? Elle entraîne une augmentation de la post-charge. C'est ce qu'on vient de dire. La post-charge, donc c'est la partie fonctionnelle donc, du cœur qui est en aval, d'accord? En aval du ventricule, c'est-à-dire après, en aval, ça veut dire après le ventricule. En amont, c'est avant le ventricule. Donc, qu'est-ce qu'il y a après le ventricule? C'est l'artère pulmonaire, d'accord? Donc, une augmentation de la post-charge, ça veut dire tout simplement qu'il y a une augmentation de la pression de l'artère pulmonaire. Il va y avoir une augmentation de la tension, de la pression de la paroi du VD, on vient de le dire. Donc, le VD va ressentir cette hyperpression, il va augmenter aussi sa pression. Et lorsque la pression du VD va être augmentée, il va souffrir de quoi? Il va souffrir d'une diminution de sa perfusion. C'est-à-dire les artères coronaires vont être écrasées, en quelque sorte, et on va avoir une diminution de la perfusion coronaire. Du cœur droit, hein, pas du cœur gauche. Et donc, l'augmentation de cette pression au niveau du VD, la diminution de sa perfusion va entraîner ce qu'on appelle une ischémie. Une ischémie, c'est une baisse de l'oxygénation de la paroi. D'accord? Donc, il y a une baisse de l'oxygénation de la paroi du ventricule droit. Donc, et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a une dilatation du ventricule droit ainsi qu'une baisse de la contractilité, une hypokinésie, qui sont
en relation avec l'ischémie et avec l'augmentation de la post-charge du ventricule droit. C'est pour ça que ce ventricule droit il va être défaillant. C'est par le biais justement de ces éléments qu'on vient de citer. Et donc, on va voir une dysfonction diastolique du ventricule gauche, on vient de le dire, par l'intermédiaire du septum interventriculaire. Et on va voir une baisse du débit cardiaque gauche. Alors, la baisse du débit cardiaque gauche ainsi que la baisse de la pression artérielle vont encore aggraver la situation. Comment? En diminuant encore plus la perfusion coronaire. Et donc, on va avoir un cercle vicieux qui va se constituer. D'accord? Ensuite, l'hypoxémie dont on vient de parler, ainsi que la baisse du débit cardiaque gauche, ils vont être à l'origine du choc cardiogénique. C'est-à-dire que c'est un état de choc secondaire à une atteinte du cœur droit. Comment? Par augmentation aiguë de la post-charge du ventricule droit. Ça va? Vous avez assimilé? Oui. Oui, monsieur, ça va. Voilà, donc j'ai essayé de vous donner vraiment le plus important pour comprendre et c'est ce qu'on utilise nous en pratique. Ce sont donc ces éléments. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Merci, monsieur. Merci, S'il vous monsieur. plaît, envoyez-moi le. Je vais vous envoyer tout de suite sur l'email, hein, d'accord? D'accord. D'accord? OK. Allez, donc je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur. Allez, au revoir, à très bientôt. Merci. Ça.